Polysécure, épisode spécial, je suis accompagné d'Alexandre. Comment vas-tu? Bien, ça va super bien. C'est une très bonne nouvelle, puisqu'on va passer à une situation qui est un peu plus complexe quand que les gens s'en vont un peu moins bien dans leur vie. On va parler du plan de reprise informatique. Il y a des confusions, ça va être important que tu donnes des balises parce qu'il y a beaucoup de confusion en pensant que le PRI est l'ensemble de la continuité, il y a un mélange entre un contexte de continuité, de relève et ainsi de suite. Fait que je vais te laisser commencer avec ça et comme d'habitude, je vais intervenir pour ajouter mon grain de sel. Merci bien, Nicolas Locke. Alors, les bases, pour éviter justement la confusion entre PCA, PRI, le PCA, le plan de continuité d'activité, il y a généralement 3 sous-plans qui sont dessous. On va avoir un plan de gestion de crise, on va avoir un plan de reprise informatique et on va avoir un plan de continuité métier ou continuité opérationnelle. Donc, le PCA, ça regroupe en fait ces 3 plans. Donc, le PRI n'est pas un PCA. Le PRI fait partie du plan de continuité des affaires qui est beaucoup plus large que le PRI, que le plan de reprise informatique. Très souvent, quand on va chez des clients, et puis ils nous disent « Oui, on a un PCA pour reprendre notre informatique. » Oui, c'est un PRI. Donc, il y a une confusion très certaine entre « j'ai un PCA » et ils pensent « PRI » versus j'ai un PCA qui va comprendre un plan de gestion de crise, un plan de continuité métier et un plan de reprise informatique. Donc attention par rapport à ça, il y a un raccourci qui est fait quasiment chez tous les clients chez qui je vais là. On a un PCA, mais on pense en fait PRI et au final, on n'a pas de gestion de crise et on n'a pas de continuité métier. Une continuité métier, on va faire une capsule par rapport à ça là, mais je vais faire juste un aparté vite fait là. Le plan de continuité métier là, c'est ce qui va permettre à vos activités, à vos personnels de continuer à travailler sans informatique. Et dans le cas d'une cyberattaque, il vaut mieux qu'ils sachent quoi faire sans informatique. Je ferme ma parenthèse pour la prochaine podcast qu'on fera, qui sortira peut-être un petit peu plus tard. Donc, une fois qu'on a posé vraiment ces bases entre plan de continuité d'affaires, plan de gestion de crise, plan de continuité métier, plan de reprise informatique, on va revenir un petit peu sur un plan de reprise informatique. Pourquoi est-ce qu'on ferait un plan de reprise informatique alors que ça coûte un fric fou, que ça génère beaucoup de troubles et d'agacement par rapport à toutes les personnes? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Tout simplement pour répondre à 2 cas. Une indisponibilité informatique due à la destruction d'un centre informatique. Et quand je parle d'un centre informatique, on va être un petit peu plus large que ça. Ça peut être un centre informatique interne, mais ça peut être aussi un centre informatique infonuagique. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui migrent à toute vitesse dans la partie infonuagique, les amis, soyez prêts à ce qui va suivre. Donc, destruction en fait d'indisponibilité de l'informatique due à une destruction matérielle. Et la deuxième des choses, dans le cas, on va utiliser un plan de reprise informatique ou en tout cas des éléments du plan de reprise informatique. Ça va être dans le cas d'une cyberattaque où il va falloir reconstruire des systèmes à blanc ou alors à partir de sauvegardes en fonction en fait du type de cyberattaque que vous allez avoir. Mais généralement, on va partir plus facilement sur une partie reprise à blanc. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je conseille de mon côté. Donc, reprise informatique, on ne le fait pas pour le plaisir de le faire, c'est parce qu'on a besoin de reconstruire l'informatique, parce que l'informatique, c'est le crayon en fait du XXe siècle. Si en 1900, on utilisait un crayon et qu'on n'avait plus de crayon, c'était compliqué pour écrire sur du papier. Ben maintenant, avec l'informatique, si on n'a plus d'informatique, le business, en bonne partie, ça s'arrête. Donc, oui, l'informatique... Puis je vais rajouter un peu sur ces éléments-là parce qu'on doit considérer, historiquement, on considérait genre la destruction par un phénomène naturel d'un centre de données. C'était probablement l'élément qui était considéré, puis les scénarios. À l'heure actuelle, puis c'est en train de se changer dans ce que je vois, l'usage d'un rançongiciel, ransomware, est un scénario de blackout total parce que ces éléments-là peuvent nous amener à un état de blackout. Donc, la reprise, elle devient nécessaire et de s'assurer qu'on a les mécanismes en place pour arriver. C'est pas tout à fait la même chose qu'un désastre naturel. C'est d'un autre type, mais ils doivent être considérés de façon concurrente parce que sinon, on va... Puis de toute façon, on a plus de chances d'avoir un rançongiciel qu'une crise naturelle aussi en termes de probabilité. Tout à fait. En fait, pour les data centers qui brûlent, il y a à peu près 20 data centers qui brûlent par an.
Donc, ça fait à peu près 1,5 chaque mois. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de data center qui brûle et puis que ça n'arrivera jamais, si, il y en a qui arrivent de temps en temps. Mais c'est clair que c'est vachement moins que les cyberattaques. Et je faisais une conférence justement cette semaine. Les cyberattaques, il y en a à peu près, avec rançon logiciel, il y en a à peu près une toutes les 30 secondes. Donc, ce qui fait que c'est clair qu'entre 20 centres informatiques qui brûlent versus une cyberattaque toutes les 30 secondes, vous allez certainement, enfin, une cyberattaque avec rançon logiciel toutes les 30 secondes, puis à mon avis, c'est beaucoup plus que ça maintenant, vous allez avoir plus de chance ou de malchance d'avoir une cyberattaque. Qui plus est, je vais enfoncer le clou, si vous n'avez pas été encore jusqu'à ce jour cyberattaqué, vous bilez pas, ils vont s'occuper de vous, vous êtes juste dans le spool, mais ça sera à un moment ou à un autre, et quoi qu'il en soit, 100% des entreprises seront cyberattaquées. Donc il y a intérêt d'être plutôt bien préparé le jour où ça va vous arriver, et il y a une gestion de crise bien évidemment, et puis il y a des procédures pour reprendre votre informatique. C'est fortement conseillé. Donc, pour ceux qui avaient des doutes, vous bilez pas, vous serez cyberattaqué à un moment ou à un autre. Je vais faire une parenthèse aussi sur les gens qui sont en train de migrer dans l'info nuagique et qui ont déjà un plan de reprise informatique. Alors, l'info nuagique, c'est magique. Je vous invite à aller voir le podcast qu'on avait fait il y a quelques temps de ça sur l'info nuagique, on avait beaucoup rigolé. Donc, l'info nuagique, c'est tellement magique que du coup, personne ne pense faire de la reprise informatique dans l'info nuagique. Et là, il y a un petit problème par rapport à ça, c'est que si nos grands fournisseurs infonuagiques que sont Microsoft, Azure, que c'est Amazon, Amazon, je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelle, c'est Amazon quelque chose, ou Google, bah, si eux, en termes d'infrastructure, ils sont redondants, voire plus que redondants, qu'ils ont bien évidemment des procédures de reprise informatique s'il y a besoin de reprendre l'informatique, ils sont bien normalement organisés par rapport à ça, c'est leur cœur de business, et ça ferait assez désordre si c'était pas disponible. Sachez quand même qu'il y a des fournisseurs infonuagiques qui sont aussi passés au feu. Google est passé au feu il n'y a pas si longtemps, et OVH, pareil. Donc, ça peut arriver. Par contre, si eux, ils sont vraiment bien organisés, il n'empêche que c'est à vous, utilisateurs, migrateurs dans l'infonuagique, de cocher les bonnes cases pour dire je veux que mon informatique soit redondante sur 2 sites dans la même région, ou alors sur 2 sites interrégions. C'est moi qui décide de savoir si je veux des sauvegardes dans la région ou interrégion. Donc ça, là, c'est vraiment en fait à vous à déterminer. Ce que je constate chez les clients qui migrent dans l'infonuagique, ces petites coches, ils ne les cochent pas. Ils ne les cochent pas parce qu'ils partent du principe que c'est redondant, que c'est magique et que forcément, ça va être repris. Sauf que le fournisseur... Ouais, c'est la magie parce que les gens confondent essentiellement parce que c'est ça, M365, qui est la suite bureautique infonuagique de Microsoft, ou Google Workspace, on va prendre la même chose, avec les autres services. Et la différence est fondamentale parce que un service de type SaaS comme M365 a une certaine robustesse faite à l'intérieur qui est faite comme ça. Fait que eux, parce qu'ils offrent un produit final en termes d'éléments. Donc, c'est la responsabilité sur leur chose, puis lisez bien les clauses jusqu'à quel point vous êtes couvert, parce que s'il y a des nuances importantes, il faut maîtriser ces nuances-là parce que pas se trouver dans le pétrin. Notamment si un rançon logiciel qui attaque le contenu de OneDrive, si on prend le cas de Microsoft, Microsoft n'a aucune responsabilité et n'a pas de backup disponible pour les données qui ont été zappées, qui dépassent la structure normale de protection qui est offerte par le service. Donc, c'est à vous d'avoir un copie de sauvegarde. C'est là la confusion qui vient mélanger les gens parce qu'ils pensent un service clé en main M365 à un clé qui n'est pas service en main. Puis c'est ça, la plupart des migrations se font sur des services qui ne sont pas clés en main. Et c'est là où toutes les caches à causer, tout ce que ça concerne. Beaucoup d'entreprises ont eu la surprise avec le feu de chez OVH. Parce que c'est arrivé comme ça, parce qu'il n'y avait pas coché la case doublée. Fait que là, qui est responsable de quoi, ça, c'est un autre débat. Les juristes s'en sont occupés. Mais il demeure que pour la pérennité de son entreprise, parce que c'est même si on se plaint puis on va poursuivre la chose, si on n'est plus capable d'opérer, ben on est mort. Ça changera pas qu'on poursuive en justice ou pas, on est mort en termes de business. Donc, faut le réfléchir. Et comme une infrastructure sur site, c'est la même chose, parce que dans le fond, dans ces contextes-là, c'est comme un data center qu'on loue, comme n'importe quel autre data center qu'on faisait historiquement, mais là, c'est en infonuagique, c'est juste plus facile, c'est plus accessible, mais il demeure, on est responsable de cocher les cases ou de
de concevoir le système en conséquence. Mais tu sais, là, genre, je reprendrai pas l'épisode qu'on a fait là-dessus. Là. Non, non, non. Puis vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le podcast qu'on a fait justement sur cette partie-là, là, qui est vraiment très, très intéressant. Je vais clôturer justement sur cet aspect infonuagique et je vais rebondir sur ce que tu disais, SaaS versus non SaaS. SaaS, en effet, c'est une application qui est fournie par le fournisseur et normalement, il s'organise à faire les sauvegardes, etc. Mais il n'empêche que vous avez intérêt, et puis je prends Office 365, vous avez intérêt quand même de faire vos sauvegardes, vous aussi, puis maintenant, de plus en plus, il y a des outils qui le permettent pour pouvoir récupérer en fait les données si Microsoft 365 est indisponible. Versus où, en effet, le pass, le YAS, etc., où là, vraiment, il va falloir cocher les bonnes cases pour dire je veux doubler en fait mon infrastructure. Mais ce qui avait très intéressant, c'est que j'étais chez un client qui disait ouais, mais moi j'ai déjà dépensé des dizaines de milliers de dollars, des dizaines de centaines de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars, ça fait beaucoup, dizaines de centaines de milliers de dollars, ça fait beaucoup, beaucoup de zéros. On va pas aller jusqu'à l'excès, mais en tout cas, il avait dépensé beaucoup, beaucoup d'argent là. Et en fait, quand je lui ai dit, mais regardez, vous migrez dans l'info nuagique, sauf que tout ce qui est résilience, vous ne l'avez plus. Vous avez une résilience du fournisseur en tant que tel, mais vous, si le data center dans lequel est hébergé vos systèmes passe au feu, là, vous ne pourrez pas redémarrer. Et donc, il n'avait pas pris conscience de ça parce que justement, ce que tu disais là, mais oui, Office 365, c'est redondant, c'est machin, etc. Là. Sauf que non, c'est pas redondant. Et donc, la question suivante, c'était, ouais, mais combien ça va me coûter? Et en fait, ce qui est intéressant dans cette question, la réponse, ça va coûter, je la donnerai après. Ce qui avait intéressant, je vais pas teaser, ce qui était intéressant dans la question, c'est de dire, mais qu'est-ce qui a motivé en fait d'aller dans l'info nuagique? C'est un coût financier. Mais ce coût financier là peut être excessivement coûteux en cas de crise par rapport à ça. Et en fait, ça coûterait bien plus du double, voire du triple, que le fait d'avoir migré dans l'info nuagique. Alors, pour revenir à la question, combien est-ce que ça coûterait? Généralement, quand on double en fait un système, ça va coûter généralement 2 fois le prix d'un système. Pareil sur la volumétrie, etc. Donc, ça a un coût. Mais ça serait toujours moins coûteux. Je vais aller jusqu'au bout, ce sera toujours moins coûteux en fait que si vous n'avez pas la redondance. Parce que si vous n'avez pas la redondance, vous perdez en fait votre exploitabilité pendant un temps certain, voire un certain temps qui va vous amener jusqu'en fait à la clôture de votre entreprise. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Puis, c'est parce que les gens ne savent pas. On va prendre le cas d'Office 365, M365. Si on se base sur le service qui est offert au Canada, quand on lit les clauses, le site est redondant sur le site de Québec et de Toronto. Et c'est fait comme ça. Eux autres l'ont conçu comme ça parce qu'ils nous offrent un service qui est comme ça. Il y a des limites. Puis, je pense qu'il y a certaines personnes qui les ont frappés et qui ont eu une mauvaise surprise. Mais après ça, le coût, c'est ça, parce que là, ça, c'est un service clé en main. Si on fait juste migrer nos infrastructures, on n'est plus dans un contexte service en main. On demeure opérateur de nos infrastructures et il n'y a pas de magie en ce sens-là. Et la réflexion financière, elle est naïve à bien des égards parce que il y a des coûts à tout ça. Et dans l'absolu, si on réplique l'infrastructure sur site qu'on a actuellement tel quel dans l'info nuagique, ça coûte plus cher. On sauve pas de coûts, on sauve des problèmes, on sauve qu'on n'a pas d'infra de CTI à gérer, mais on se sauve pas de coûts parce qu'on les paye, ces coûts-là. Puis là, un des énormes problèmes que je vois dans les organisations, avec un niveau de maturité faible à moyen, c'est qu'ils n'ont pas mis un prix sur l'opération de leur TI. C'est comme une espèce de bundle, fait que le coût de l'électricité, climatisation, ces affaires-là n'est pas compris, tout ce qui est ensuite. Et donc, ils sont pas capables de comparer avec le prix réel, comment coûte l'info nuagique et le coût d'opérer sur site. Donc, ils sont encore plus biaisés parce que les autres, ils pensent qu'ils font juste comme pelleter un élément ailleurs et l'absence de PRI dans ce cas-ci peut être fatale. On l'a vu dans le cas d'OVH, ça a été fatal pour un certain nombre d'entreprises. Ça peut être pour l'autre. Puis là, c'est pas un fait que OVH est pas bon, c'est que c'est inévitable. Tu as dit, il y a 20 data centers qui brûlent par année parce que c'est inévitable. C'est comme ça que ça arrive dans la vie. Tu peux pas. Puis GCP, c'est arrivé à GCP, ça va sûrement arriver à AWS, ou ça a déjà arrivé puis ils l'ont pas dit. Même chose chez Microsoft. C'est un peu ça l'élément. Il peut y avoir une catastrophe naturelle. Il est arrivé, je crois que c'était en 2023, en 2022, l'été, il fait tellement chaud que certains data centers en Europe ont dû délester de la capacité. Dans ça leur ralentit les systèmes, ça fait des choses. Faut le réfléchir, là.
Il n'y a pas de magie, puis il faut les prendre, ces pièces d'infrastructure-là, comme les autres, et les réfléchir les coûts comme les autres, de la même façon. Là. C'est simple au double, oui. Ben, c'est comme ça la vie. C'est ça. Et ce qui est terrible par rapport à ça, là, c'est que quand je leur dis, vous n'avez plus de plan de reprise, hein, et qu'ils viennent savoir que ça va leur coûter le double, en fait, ils acceptent de ne plus avoir de plan de reprise. Donc, on régresse par rapport à ça, et c'est assez effrayant, parce que on revient des années en arrière, et en fait, on fragilise l'entreprise ou l'organisation par rapport à ça. Donc, allez, je ferme cette parenthèse. Allez voir vraiment le podcast, ça vaut le détour. En plus, ça, je crois qu'on rigolait pas mal là-dessus. On a allumé, c'était quoi? C'était les croyances, là? On casse les croyances, un truc comme ça? Enfin bon. Ouais, des choses comme ça. Bref, je le mettrai dans les notes. Mets-le en commentaire. Bon, alors maintenant, les objectifs d'un plan de reprise informatique. Donc, on va... Avant de parler sur les objectifs, je vais juste parler quelques stratégies en fait de reprise informatique. On peut avoir la reprise informatique à la papa qui se fait de moins en moins, ou alors peut-être parce qu'on n'a pas forcément les moyens, ce qui est tout à fait correct aussi, bien évidemment. On part sur la base en fait d'un site à froid, c'est-à-dire qu'on a un environnement de production et puis on va reconstruire en cas de destruction de l'environnement de production sur un nouvel environnement qui est à peu près tout nu. Donc là, va falloir acheter le matériel, faire arriver les fluides, donc électricité, eau, ce genre de choses-là. Et ça va prendre un certain temps. On peut avoir en fait des stratégies qui vont être plus des stratégies tièdes, dans le sens où on va avoir notre site de production, un site de secours qui est déjà prééquipé avec vraiment l'essentiel. Et donc, en cas de crise, on va avoir l'essentiel qui va tourner, l'AD, ce genre de choses-là. Et puis là, on va appliquer des restaurations dessus. Et puis, ça va prendre un certain temps à reconstruire sur les éléments essentiels. Et puis, on va pouvoir redémarrer les éléments essentiels. Puis après, on a la Rolls-Royce, c'est les sites actifs, donc les sites à chaud, où on va avoir la production qui est répliquée en fait sur un site qui reprend en fait la totalité de la production à quelques secondes près, ou alors sans perte de données. Dans ce cadre-là, on détruit le site primaire, le site secondaire est déjà actif. Donc, c'est une rupture de service qui peut être très faible, voire pas du tout. On retrouve ce genre de système actif chaud à chaud pour tout ce qui est normalement les activités critiques, bancaires, salles de marché. Généralement, c'est du site chaud à chaud, c'est la réplication sur 3 sites, etc. Enfin bon, c'est quelque chose d'intense. Ouais, je vais faire une parenthèse qui est un peu drôle, mais c'est quand même qu'on popularisé ça. Netflix fonctionne justement dans un modèle à chaud constamment. Et en plus, ils font du chaos engineer, c'est-à-dire que ils détruisent, ils simulent la destruction de data center, ils simulent la destruction de pièces d'informatique. Donc, eux vont aller un peu plus loin dans ce type de choses-là où il prévoit à même le design du système, la perte du système. Donc, c'est très intéressant de l'amener comme ça, de le voir comment eux vont amener. Donc, dans le PRI, dans ce cas-ci, si on va dans un contexte extrême, il faut designer dans le système l'inclusion de la perte de celui-ci et comment ça va se répondre. On va dans un système à chaud. Puis, généralement, le système cœur de métier, là, tu nommais des choses dans le bancaire, notamment, dans l'industriel, ils ont les éléments comme ça. Dans la fonction, dans le gouvernement, il y en a un autre qui est le service aux citoyens, par exemple. Tous ces éléments-là doivent être réfléchis comme ça dans l'absolu parce qu'on n'est plus dans un univers où on a une tolérance très grande à des pannes. On est dans des systèmes qui roulent 24/7. Et dans tout, puis les attentes des consommateurs, des clients et des citoyens ont énormément augmenté aussi. Il n'y a plus de tolérance, fait qu'on doit toujours, mais cœur de métier, vraiment celui-là en complète résilience. Oui, clairement, par rapport à ça, justement, ça va être toutes les applications essentielles, tous les services essentiels que l'on va analyser quand on fait la mise en place d'un plan de continuité d'affaires. Et ça, clairement, il faut que ce soit actif, parce que comme tu le dis très justement, là, la tolérance de panne, là, elle est plus que limitée, là, et les gens veulent tout de suite. C'est notre société, c'est comme ça, on a été habitué à ça, on a été trop gâtés. Oui,
c'est Netflix et Netflix c'est comme ça. Fait que si une compagnie, son cœur de métier, c'est de livrer c'est de diffuser des films et des émissions, ben c'est leur cœur de métier. Donc, c'est sûr qu'ils se sont assurés que celui-ci est toujours en fonction. Et il a toujours été d'ailleurs, là, il n'y a pas eu de panne notable de ce genre de choses-là. Fait qu'on peut trouver ça drôle qu'une compagnie qui diffuse des émissions de télévision et des films soit dans ce contexte-là, mais lui, c'est son revenu et il y a un lien direct entre son revenu et donc le nombre d'abonnés et la disponibilité de ces services-là. Puis c'est un peu ça que les gens ne réfléchissent pas, mais en tout cas, bref, sont longtemps dans un PCA, puis on est ailleurs. Ouais. Donc par rapport à ça, et puis Netflix est vraiment un bon exemple par rapport à ça. Donc vis-à-vis en fait de la stratégie, on a à peu près ces 3 stratégies, froid, tiède, chaud par rapport à ça. Chaud étant une réplication active-active ou active-passive, et avec relativement peu de perte de données, voire pas perte de données du tout. Et en effet, Netflix, on est vraiment dans ce cas. Donc ça permet de répondre à une indisponibilité de service suite à une destruction. Généralement, on est sur ça. Sur l'actif-actif, je vais vous casser votre rêve. Si vous êtes sur un actif-actif et puis que vous avez une destruction du site primaire, parfait, votre site de reprise va prendre la charge, youpi pour tout le monde, on perd pas de temps. L'argent qu'on a investi là-dedans, c'est vraiment super. On pourrait se taper sur les épaules en disant félicitations. Dans le cas d'une cyberattaque, c'est tout autre. Dans le cas d'une cyberattaque qui va toucher votre centre primaire, comme on est dans un modèle de réplication vers le site de secours, votre site de secours est inopérationnel au même titre en fait que votre site primaire. Donc pour ça, il y a d'autres mécanismes à mettre, etc., pour répondre en fait en cas de cyberattaque. Mais tous les millions de dollars que vous avez mis dans un site à chaud, dans le cas d'une cyberattaque, just too bad, ça ne sert à rien. Vous avez juste brûlé des millions de dollars. Donc, vis-à-vis de ça, attention, quand on fait un plan de reprise, en fonction de la stratégie, ne pensez pas que ce plan de reprise va régler en même temps les problèmes en cas de cyberattaque. C'est principalement pour la perte de données, donc 20 destructions de sites par an. Maintenant, c'est ça que je mentionnais, il faut tenir en compte parce qu'on a beaucoup mis d'efforts en PRI sur la destruction de sites, très peu sur les attaques par ransomware, qui sont le format d'attaque le plus courant à l'heure actuelle et probablement qui va être continué parce que les dommages sont toujours importants. Puis tant qu'à moi, c'est un cataclysme au même titre que la perte de site. Mais les modèles d'opération et les modèles associés en PRI à ça sont très différents. Parce que justement, la classique de 2 sites qui basculent parce qu'un site a été détruit, encore de rançongiciel, c'est pas la même chose parce que si ça infiltre sur les 2 sites, on est foutu. Puis là, c'est un autre type de réflexion pour l'avoir vu chez des multinationales, pour l'avoir vu notamment aussi chez Netflix, pas de façon très autre chose, mais ce sont des systèmes qui sont capables de résister à ce genre de cyberattaque-là en n'étant pas l'ensemble du système qui est ramené à zéro. Et ça, c'est important de le penser quand on met en place un plan de reprise informatique et puis de regarder vraiment par rapport à ça. Maintenant, les objectifs d'un plan de reprise informatique, l'idée, c'est de pouvoir redémarrer rapidement, c'est-à-dire de rendre l'indisponibilité informatique la plus courte possible. Donc c'est là où vous allez choisir votre stratégie en fonction de votre cœur de métier. Si vous n'avez pas besoin si vous avez une tolérance d'indisponibilité à 0, là, on va partir sur du actif, passif. Si vous pouvez vous passer de votre informatique pendant 3 semaines, on va être plutôt sur un site à froid et puis on va redémarrer tranquillement. Puis là, c'est là la nuance. Puis dans le fond, le PRI est subordonné au PCA, comme tu mentionnais en entrée de jeu. Et c'est le PCA qui va dicter quels sont les services ou à quelle vitesse chacun des services doit remonter. Donc, certains services devront monter. Puis ça, c'est dans une même entreprise. Fait qu'on va retrouver les 3 niveaux indépendamment de où on est, mais il va y avoir toujours le système cœur qu'on doit remonter dans l'immédiat ou qui ne doit jamais arrêter. Quand on a des systèmes beaucoup moins critiques qui peuvent prendre jusqu'à 1 mois avant qu'on en ait besoin, donc on va les mettre comme ça, mais c'est important parce que c'est pas les mêmes coûts, c'est pas les mêmes stratégies, puis c'est pas les mêmes éléments. Mais puis on va retrouver ça dans la même entreprise, puis c'est l'erreur de vouloir tout mettre à chaud, tout basculer dans la même stratégie, ben ça amène des coûts très importants parce qu'on est tout en état de site à chaud. C'est pas rentable pour une entreprise de faire ce genre de manœuvre-là.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis d'accord et pas d'accord en même temps sur ce que tu dis. Sur le fait qu'en effet, oui, on va avoir différents niveaux de stratégie par rapport au site, oui, complètement d'accord. C'est pas la peine de faire du show pour des trucs où on n'a pas besoin pendant les 3 semaines. Donc en effet, il faut vraiment catégoriser ces applications pour pouvoir dire cette application-là qui n'est pas essentielle, je vais repartir sur un site à froid ou par des restaurations classiques versus ce qui est mon cœur de métier. Là, je vais investir sur la réplication active-active. Là où je suis pas d'accord, c'est dans le fait des entreprises, et là, ça concerne des grosses entreprises. Dans le cas des entreprises qui ont généralement 2 sites de production, et enfin 2 sites informatiques. Et parfois, on a un site qui va servir de reprise informatique, et puis un site qui va servir de production. Mais ces 2 sites-là, généralement, on paye le même coût de l'espace plancher et puis de l'électricité, de tout ce genre de trucs. Ce que moi, je conseille à ces entreprises qui ont des doubles sites comme ça, là, c'est de faire en sorte de répartir en fait leur actif déjà sur les 2 sites. Ça ne générera pas un coût supplémentaire, si ce n'est peut-être en effet un coût au niveau du flux réseau entre les deux. En répartissant ces actifs, donc le coût plancher reste le même, en répartissant ces actifs, genre production sur un site, non production hors production sur le deuxième site, on a réparti ces actifs. Donc développement sur le deuxième site, production sur le premier site. Donc si on perd le site de production, le développement continue à tourner. Donc on perd pas d'argent là-dessus, même au contraire, on économise. Ensuite de ça, stratégie que je mets en place chez certains clients, c'est de dire sur l'environnement en fait du site non production, il va servir en même temps de site de reprise informatique. Et comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, en fait, les environnements de production sont répliqués sur ce deuxième site, sont stockés. Donc là, on reproduit en fait 100% de la production par rapport à ça, que ce soit essentiel, pas essentiel. Donc on serait un petit peu abusif dans le sens où mais on réplique des choses qui sont pas essentielles. Ouais, mais c'est pas grave. On réplique tout ça. Et donc, du côté du site secondaire, qui sert aussi site de reprise, on va avoir une volumétrie de la copie, en fait, de ce qui se passe ici. En cas de destruction du site primaire, donc du site de production, on arrête quelques systèmes qui sont non essentiels en environnement de pré-production. Donc, tout ce qui va être on garde pré-production, mais tout ce qui va être qualification, laboratoire, ce genre de choses-là, on l'arrête et on récupère en fait la puissance calcul, puisqu'on est pas mal en virtualisation, la puissance calcul, et là-dessus, on va redémarrer en fait notre environnement de production. Ce qui permet en fait de reprendre près de 100% de la production en à peu près 72 heures. Donc, ça pourrait paraître en fait plus cher, mais au final, on a juste réparti les actifs et on se sert des actifs de non-production pour redémarrer notre production. Les coûts supplémentaires qu'on peut avoir, c'est en effet sur l'espace de stockage de notre production. Ceci dit, ça nous sert aussi en même temps de sauvegarde. Là où on gagne énormément d'argent, c'est sur la perte d'exploitation. En redémarrant en fait 100% de notre production, on n'a pas de perte d'exploitation. Alors que quand on part sur du fluctuel sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on a de la perte d'exploitation sur ce qu'on n'a pas démarré. Donc c'est là où je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis, même si ça a complètement du sens. En effet, là, quand on est une grosse entreprise avec différents sites, le fait de répartir des actifs, on va gagner en fait de l'argent au final de ça. Mais c'est clairement pas intuitif. Quand j'amène ce genre de stratégie dans les entreprises, on me regarde avec des gros yeux en me disant mais non, ça marche pas. Et en fait, quand on calcule le coût du mètre au plancher, là, on s'aperçoit que oui, c'est intéressant. Et quand tu rajoutes dedans le coût de la perte d'exploitation que tu n'as pas en fait au final, c'est vachement plus rentable. Mais bon, c'est pas forcément intuitif. Et en effet, je me bats assez régulièrement sur le fait de dire si, prenons le temps de réfléchir. Donc voilà, je ferme ma parenthèse vis-à-vis de ça. Donc objectif du PRI, minimiser le temps de reprise. Donc, si on est sur de l'actif-actif, on va largement réduire. Si on est sur du actif passif, on va le réduire un peu moins. Et si on est vraiment sur du démarrage à froid, là, on va pas gagner de temps. Donc là aussi, vraiment en fonction de votre stratégie de délai de reprise. Donc, le DMIA qui a durée d'indisponibilité maximale acceptable. Et ça, comme tu le disais, c'est le PCA en effet qui va nous le dire. Donc, super important là-dessus. Et en fonction, en fait, de ce qu'on va avoir, on va fluctuer notre méthodologie de repos.
Ensuite de ça, l'objectif, c'est de faire en sorte que sur la continuité métier, là, on mette le moins possible de pression là-dessus. Plus on va démarrer rapidement en fait notre informatique, moins la continuité métier va devoir gérer en fait cette indisponibilité informatique. Donc c'est valable pour tout ce qui est destruction de site. Plus on réduit, plus c'est efficace. Dans le cas d'une cyberattaque, il est clair que ça va quand même durer, quoi qu'il en soit, beaucoup de temps. Et là, le plan de continuité métier, on va faire un podcast là-dessus, et il est important qu'ils travaillent sans informatique, donc en mode papier-crayon. Et j'entends tout le monde me dire, mais non, c'est pas possible dans le monde où on est. Je vous garantis que c'est possible. Ça reste réduit, ça reste minimaliste, mais n'empêche qu'on est quand même en capacité de pouvoir sauver les meubles. Notre objectif, c'est parfois de répondre en fait à la conformité réglementaire. Bah oui, on a des obligations de maintenir nos activités, là, notamment dans tout ce qui est sécurité, tout ce qui est financier, tout ce qui est assurance, etc. Au niveau gouvernemental aussi, il y a certains ministères, ils ont des obligations par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de travail autour de ça. Donc, conformité réglementaire par rapport à ça. Les lois en font partie. Confiance des clients et puis des partenaires, là aussi, là, un des objectifs, c'est d'amener la confiance au niveau des partenaires. Il est plus facile, et puis on le voit dans les assurances d'ailleurs, quand vous dites que vous avez un plan de reprise informatique, les assurances sont plus gentilles avec vous. Vous faut payer un petit peu moins cher les coûts par rapport à ça. Et puis notamment, en plus de ça, quand on est en termes d'assurance cyber, ça nécessite de plus en plus des obligations, et les assurances insistent beaucoup là-dessus, sinon elles ne vous assurent pas. Donc là aussi, le fait de mettre en place un plan de reprise informatique, que ce soit sur le cadre d'une destruction ou dans le cas d'une cyberattaque, ça va vous permettre de réduire des coûts et de donner de la confiance à vos clients. Puis parfois, ça peut être un argumentaire financier vis-à-vis de vos clients. Quand vous avez une plus grande résilience vis-à-vis des concurrents, ils vont peut-être aller vous choisir vous plutôt que les concurrents. Réduction des pertes de productivité. Plus c'est court, moins on va perdre en termes de productivité. Un centre informatique qui est coupé pendant 72 heures, ça peut coûter énormément d'argent vis-à-vis des assurances. Quand je travaillais en France, je travaillais pour une grosse assurance. Il y avait 2000 personnes. Et une journée d'indisponibilité, c'était près $1 million, d'1 million d'euros. Donc, 3 jours, ça nous fait 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, on fait beaucoup de choses en termes de reprise d'informatique. Oui, mais ça, là, tu parles d'indisponibilité pour les gens qui travaillent, mais quand on tombe dans l'industriel, notamment, l'arrêt de production chiffre beaucoup plus rapidement que ça. On est beaucoup dans les environnements just in time, là, surtout pas ceux qui font business vers consommateur, mais business, donc toute cette chaîne-là qui tourne en arrière. Il y a peu de tolérance, puis de toute façon, les grands acheteurs vont exiger de la résilience, notamment informatique et de production pour être capable de ne pas arrêter les chaînes de production. On l'a vu un peu pendant le confinement, puis après, avec les problèmes de shipping qu'il y a eu, avec ces affaires-là, tous les effets que ça a, puis toute la ramification des effets sur les chaînes logistiques. Donc, ils vont l'exiger encore davantage maintenant que l'informatique. S'il n'y a pas d'informatique, il ne faut pas qu'elle arrête production. Donc, si votre production est liée à l'informatique, sachez que ces clauses-là s'en viennent vous mordre bientôt. Et si vous mentez sur votre réel, votre acheteur va probablement être très fâché si vous avez une panne. Et ça va vous coûter pour votre business. Ah oui, clairement. Là. Et ça, c'est vraiment important là. En fonction de l'industrie, oui, c'est par plusieurs millions de dollars là, de temps d'arrêt là. Versus, l'assurance, là, on était sur juste, en fait, quand je parlais d'1 million, c'était juste le coût, en fait, pour le personnel. Bien évidemment, après, tout le reste, ça va beaucoup plus loin. Mais ça peut être très, très important. Et puis, je vais rebondir sur ce que tu disais sur les chaînes de production qui sont organisées avec de l'informatique, etc. Pour certains clients chez qui je travaille, clairement, en fait, ils travaillent avec de l'informatique sur leur chaîne de production. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit dans l'industrie, et puis je vais faire l'interview d'une personne en France par rapport à ça, ce qu'on s'aperçoit dans l'industrie, là, si pour les entreprises, en termes de cybersécurité, là, c'était pas mal en retrait, en retard, etc., dans le cadre de l'industrie, là, en termes de cybersécurité, là, ils sont encore à des années-lumière. Donc, ce qui fait que assez facilement, ça peut être attaqué et
Et la reprise informatique par rapport à ça peut être très compliquée dans le sens où en fait, ils n'ont pas de reprise informatique. Puisque souvent, ce que l'on constate dans certaines entreprises, c'est que l'ordinateur s'occupe de la machine qui construit les choses, ou de la presse, ou peu importe, mais c'est très localisé. Donc en fait, il n'y a pas forcément de sauvegarde de ces environnements-là. Les configurations sont sur ces systèmes-là. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il est nécessaire de faire des sauvegardes aussi de ces systèmes-là. C'est pas parce qu'ils sont seuls dans leur coin là qu'ils peuvent ne pas être en fait compromis. Donc là aussi, il y a un enjeu sur tout ce qui est reprise informatique au niveau de l'industrie qui est assez énorme. Tu voulais intervenir, non? Ben, c'est des systèmes en plus en industriel, c'est des très, très vieux systèmes en plus. La connaissance que les gens en ont est en train de s'évaporer aussi parce que les gens qui ont la connaissance de ces systèmes-là s'en vont à la retraite. Donc, de plus en plus, on a des problèmes humains associés à la reprise d'équipements comme ceux-ci. Puis, tu sais, là, on parle, il y en a beaucoup qui déchirent leur chemise sur la place publique parce qu'il y a il y a des Windows 2000 qui existent encore dans les choses, mais en industriel, je pense que ces gens-là vont juste mourir parce qu'il y a des systèmes beaucoup plus vieux que ça. Il y a du Windows 3.1 qui existe encore en industriel parce que ces systèmes-là ne peuvent pas, on peut pas les mettre à jour parce que c'est comme ça la vie. Puis des fois, même parce que le fournisseur a fait faillite, parce que dans l'industriel, c'est très régulier que les fournisseurs qui ont fait une machine X n'existent plus, ont été rachetés, décommissionnés, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Puis c'est pas rare d'avoir des machines qui ont une durée de vie de 20, 30, 40 ans et qui n'ont pas de mise à jour en 40 ans. Fait que souvenez-vous, c'est quoi le système d'exploitation qu'il y avait il y a 40 ans? Ben, c'est le même que sur la machine maintenant. Donc, si on parle de backup, on parle de remise en place, on parle de choses comme ça. Il y a un défi qui est énorme, puis ça aussi est à considérer. Puis là, je parle de backup, c'est une chose, mais avoir même l'humain qui va être capable de comprendre comment la machine fonctionne pour remettre ça en place, ça aussi, c'est un autre défi qu'il faut planifier. Puis, je reviens sur ce que tu dis sur 40 ans. Là. Tu as des environnements, il n'y a même pas de backup possible dessus. Donc oui, en effet, ça s'appuie sur l'humain, ça s'appuie sur un cahier manuscrit sur lequel on a écrit les configurations, etc. Donc là aussi, ça marche. Ok, pour donc réduction de la perte d'activité, puis ensuite de ça, gestion des incidents en fonction en fait du type en fait de stratégie que vous allez mettre en termes de reprise. Vous pouvez aussi gérer des incidents là, et on est généralement en fait sur de l'actif-actif d'un site à un autre sur lequel on va pouvoir gérer des incidents. Sur le site primaire, on a une machine qui s'arrête, c'est pas grave. Sur le site secondaire, ça redémarre. Donc on est sur du load balancing, sur ce genre de technologie qui permet justement d'avoir ça. Donc c'est pas mal ça sur la partie justement pourquoi objectif par rapport à tout ça. Maintenant, si on va un petit peu plus loin sur les étapes clés d'un PRI, en fait, on va avoir bien évidemment l'identification des actifs critiques. Cette identification va se faire au niveau normalement du plan de continuité d'affaires. C'est pour ça que justement c'est important de voir qu'est-ce qu'il en est au niveau des activités essentielles et puis ces activités essentielles sur quel système ils s'appuient pour travailler. Donc là, on va regarder un petit peu les actifs critiques. Ça peut prendre du temps. Il y a une version fast track qui est de dire au niveau de l'exploitation, là, vous savez quand est-ce qu'on vous appelle rapidement là, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Théoriquement, eux, ils ont une vision de ce qui est essentiel d'un point de vue opérationnel. Donc, c'est parfois deux visions qui sont différentes entre les métiers qui vont dire « ouais, mais moi, c'est super important » versus ce que l'on constate au niveau de l'exploitation en tant que tel. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait la partie actif, critique, identification, il va falloir regarder un petit peu la stratégie que l'on va décider en fonction des moyens que l'on a. Une fois qu'on a fait ces stratégies, bien évidemment, il va falloir écrire toutes ces procédures qui vont permettre de faire la reprise informatique de vos systèmes. Ensuite de ça, il va falloir bien vérifier la planification de vos ressources. Parce que d'avoir des procédures, c'est une chose qui est intéressante, mais d'avoir des ressources qui appliquent ces procédures, c'est d'autant plus important. Et donc là, il faut regarder un petit peu la planification de vos ressources humaines vis-à-vis de ça, non seulement pour faire le plan de reprise, mais aussi pour regarder en cas de crise réelle. Parce que quand on fait une reprise informatique, qu'elle soit de type destruction matérielle ou cyberattaque, vos personnels ils vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à la résolution du problème. Et là, on s'aperçoit assez rapidement que quand on est une équipe dans certaines entreprises où tu as un genre 2 informaticiens, c'est clair qu'en cas de cyberattaque, ça ne va pas le faire très très longtemps.
Donc là, ça veut dire qu'il va falloir s'appuyer sur des entreprises qui vont pouvoir vous aider, renforcer votre équipe, hein, faire du forensic dans le cas d'une cyberattaque, etc. Donc ça se prépare bien évidemment par rapport à ça. Ça se Et prépare, puis, oui. Puis ça, c'est la parenthèse. C'est les cyberassurances permettent justement de vous mm, accompagner sur ce genre de choses-là. Fait ça, c'est important à planifier dans votre PRI la présence d'un assureur qui va être capable de mm, vous accompagner. Parce que celui-ci, il y a un hotline, c'est appelé une ligne d'urgence. Ils vont mandater une firme. Ils ont déjà des contrats avec des firmes spécialisées en gestion d'incidents informatiques qui vont venir être capables de venir gérer ça rapidement, puis ils ont la capacité à vous donner justement le renfort humain parce que si vous êtes juste deux, si la crise s'étire sur 2 semaines, les deux personnes vont être probablement décédées dans le temps de le dire parce qu'ils sont pas capables de suivre la cadence, donc d'avoir cet appui-là. C'est sûr qu'une assurance, c'est mieux parce qu'on débourse pas de l'argent de notre poche, mais assurez-vous d'avoir provisionné et d'avoir planifié, c'est que cette capacité-là à pouvoir, parce que, puis moi, j'ai eu la chance de travailler que dans des endroits où il y avait des équipes assez majeures en gestion d'incidents, mm. où moi, mon rôle de gestionnaire d'incidents était quand même en rotation. Ben, pas en rotation, mais j'étais délégué. J'avais des personnes qui reprenaient le suivi pendant les 24 heures que ça, ben, la durée de ça, puis pendant 24 heures. Fait que moi, je pouvais aller me coucher, avoir mon 8 heures de sommeil, puis de revenir frais et dispo le lendemain et de relâcher la personne qui avait pris peu importe le chiffre qui avait été fait. On était capable de rouler en rotation parce que la clarté de l'esprit est beaucoup diluée, atténuée, puis les erreurs ne peuvent que se multiplier quand on est fatigué. Donc, on va créer une crise dans une crise, comme tu pensais sur un autre podcast. Donc, c'est pas une bonne chose. On va se pénaliser énormément comme ça. Et ça, je vais rebondir juste sur le fait de la fatigue, en effet, humaine, là. C'est clair que en temps normal, on peut rouler assez rapidement, mais ça reste quand même limité. En temps de crise, avec toute la pression que l'on a là, on a une fenêtre cognitive qui a tendance en fait à se fermer là, et en termes de sucre, on en bouffe vachement dans le cerveau. Donc, ce qui fait que un maximum de 10 heures de travail avant un quart de repos, là, c'est vraiment le maximum. Au-delà de ça, là, vous augmentez vos chances de tout foutre en l'air vraiment de façon phénoménale. Donc vraiment attention par rapport à ça. Et là, on arrive sur ensuite de ça les tests et les exercices. C'est clair que pour pouvoir valider vos procédures, bah, il faut les tester. Et donc les tester, c'est de faire des tests de reprise par rapport à ça. Des tests, on a fait un podcast par rapport à ça, test de table, exercice de table, simulation. Donc je vous inviterai à aller écouter ce podcast. Mais très clairement là-dessus, là, il faut tester tout ce que vous faites vis-à-vis en fait de vos procédures. Gestion des rôles et responsabilités, là encore, il faut bien savoir qui fait quoi dans le cadre justement de la mise en place d'un plan de reprise informatique, parce que tout le monde ne peut pas intervenir. Donc on va avoir des spécialistes qui sont très très pointus et on va avoir des spécialistes qui ne sont pas pointus du tout. Donc là aussi, il va falloir choisir votre équipe de vainqueurs versus à votre équipe qui va être une équipe de remplaçants. Donc là aussi, c'est important de regarder un petit peu ce qu'il en est. Et puis en termes de responsabilité, ce que j'ai pu constater dans des événements, dans des incidents ou dans des crises informatiques, euh, la gestion a tendance en fait à mettre une pression de fou sur le spécialiste qui est déjà en train d'essayer de reconstruire la machine. Donc là-dessus, il faut des pare-feux. Et les pare-feux, généralement, c'est les cadres, les directeurs des équipes ou les responsables de division, ou peu importe comment est-ce que vous appelez. Mais en tout cas, c'est un pare-feu qui va être là pour répondre à la gestion là et pas mettre la pression justement sur le spécialiste qui, lui, en a déjà par-dessus la tête. Donc ça, là-dessus, en termes de rôle et responsabilité, les directeurs de ce monde des services informatiques ne sont pas là pour mettre la pression, ils sont là pour suivre leurs équipes, pour protéger leurs équipes et pour Oui. calmer un petit peu la gestion. On est en train de s'en occuper. D'où l'importance de séparer la cellule de crise technique, celle qui mettent les mains dedans puis ils sont en train de réparer les systèmes de la gestion. Et justement, ça, c'est par expérience et on avait une interface unique. Fait que la gestion ne parlait pas à aucun professionnel qui œuvrait à la mise en œuvre. Dans un des cas où j'ai vécu, c'était moi l'interface au niveau du technique, puis j'avais mon interface gestion et les communications ne circulaient que par ce canal-là.
C'est sûr que les différentes personnes parlaient à leurs gestionnaires respectifs, mais en tout cas, la cellule de crise gestion ne parlait pas à la cellule de crise technique de façon directe, sauf par le canal qui était établi justement pour arriver à ce que tu mentionnes, pour éviter mettre de la pression inutile. Si on met de la pression, on augmente le risque d'erreur, on va ralentir, on est dans une situation. Et ce que j'ai vu dans d'autres circonstances où effectivement il y avait des gestionnaires dans les comités techniques, les professionnels n'osent pas parler devant un gestionnaire, donc on vient encore pénaliser davantage la gestion de crise parce que les bonnes actions ne peuvent pas être faites ou délibérées entre professionnels parce qu'ils sont timides ou sont mal à l'aise de le faire devant un gestionnaire ça pourrait leur créer un préjudice. Fait que c'est très important d'avoir cette coupure franche entre les deux, d'avoir un firewall très robuste. Et ça, c'est pas toujours évident, hein. On constate qu'il y a toujours des débordements. Et là, ce que l'on amène, c'est qu'au niveau des spécialistes, ils ont l'autorisation de ne pas répondre, voire d'envoyer chier en fait à la personne qui leur demande des informations. Un seul canal, comme tu le disais là, et pas plus d'un canal. Donc vraiment, vraiment important parce que ça peut générer ça aussi des crises dans les crises. Puis à chaque fois qu'on demande, un autre point aussi, tiens d'ailleurs, à chaque fois qu'on demande où est-ce qu'on en est là, le temps qu'on demande là, c'est une perte de temps vis-à-vis du spécialiste parce que pendant qu'il vous répond, il ne vous fait pas autre chose. Donc ça, c'est vraiment aussi important vis-à-vis de ça, il faut leur foutre la tête. Ensuite de ça, bien évidemment, quand on fait des tests autour des procédures, il y a des anomalies qui sortent de ça. Il faut bien évidemment faire des mises à jour de ces anomalies-là. Et puis les systèmes évoluent, les versions évoluent, etc. Donc là aussi, à chaque fois qu'il y a une montée de version ou qu'il y a un changement de stratégie, il va falloir justement actualiser ces procédures vis-à-vis de ça. Il y a une notion ensuite de ça dans la préparation, tout ce qui est formation et sensibilisation en fait à la reprise informatique. Donc on va former les personnes pour des nouvelles technologies en fonction des stratégies qu'on décide, et puis on va sensibiliser aussi toutes les parties prenantes autour du plan de reprise informatique, comme du style venez pas faire chier les spécialistes, ils sont là pour bosser et ils sont pas là pour vous répondre toutes les 5 minutes. Donc ça, c'est pas mal de sensibilisation au niveau de la gestion. Il faut prendre les formes, bien évidemment. Et puis par rapport à ça, il va y avoir aussi des documentations, des rapports, des exercices d'évaluation, ce genre de choses. Donc ça, on est pas mal sur le séquencement en fait de ce qu'il faut mettre en place. Allez, ensuite de ça, les ressources et les outils. Bien évidemment, pour pouvoir faire une reprise efficace, ça va nous prendre des sauvegardes efficaces. Et là, ça amène surtout plein de détours, de sauvegardes qui ne sont pas testées, de sauvegardes qui ne sont pas faites. Un exemple, une fois, on a eu une crise où en fait, on a eu une coupure électrique qui nous a foutu en l'air nos SAN IBM. Puis dans les SAN IBM, à l'époque où j'ai eu ça, il y a 3 disques qui permettent en fait de indexer toutes les données qui sont partout sur les terras et les terras, voire les pétales. En plus, ça, c'était un SAN qui avait des pétales de données. Et 3 disques pour savoir où se trouvent tes données. Et quand on a eu l'événement, on avait un disque qui était en fait en anomalie déjà, donc ça tournait sur 2 disques. Ça peut tourner sur 2 disques, c'est le but justement du RAID, je ne sais plus combien, c'est RAID 5 je crois, qui tourne sur 3 disques, mais ça permet quand même de tourner sur 2 disques. Et quand on a eu la coupure électrique, le deuxième disque qui restait, lui, il a pris un choc et donc il a été scrappé. Donc il ne restait plus qu'un seul disque. Et là, reconstruire le système, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que les pétas de données qu'on avait dessus, là, étaient considérés comme étant perdus. Donc autant dire que c'est toujours la même assurance que je vous parlais tout à l'heure. On en a eu sur le mois de décembre. On en a eu plusieurs de choses comme ça. Donc là, ça veut dire qu'on doit repartir sur des sauvegardes. Donc il y a intérêt que vos sauvegardes soient opérationnelles. Ça veut dire aussi que quand on va restaurer un péta de données, 1 ou 2 pétas de données, ça prend énormément de temps. Donc, on a initié la reprise informatique par rapport à ça sur le site de secours. Donc là, on était un petit peu sur une reprise informatique à la papa. Donc, c'est-à-dire qu'on fait uniquement les systèmes essentiels, donc le MVS, les petits systèmes à droite à gauche. Donc, on redémarre tout ça. Et en parallèle, bien évidemment, on avait appelé IBM qui s'organisait à essayer de reconstruire les index à partir d'un seul disque. Donc, félicitations quand même à IBM, parce qu'au bout de 3 jours, ils ont été en capacité de pouvoir reconstruire en fait la totalité du SAN. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, il y a une belle magie là-dessus. On a pu redémarrer par rapport en fait à ces disques-là. En parallèle, puisqu'on a refait notre reprise informatique,
on n'a pas été jusqu'au bout à basculer en mode production sur cette partie-là, eh ben, on s'est aperçu qu'il y avait des sauvegardes qui ne fonctionnaient pas. On s'est aperçu qu'il y avait des sauvegardes qui n'existaient pas. Et quand on reprend sur l'environnement de secours, c'est pas des environnements qui ne sont pas importants, c'est des environnements qui sont importants. Donc, on avait des sauvegardes sur des environnements importants qui n'étaient pas viables, et on avait même sur un serveur de production, aucune sauvegarde. Donc, c'est là où c'est important de réfléchir aux sauvegardes, de vérifier les sauvegardes, de tester les sauvegardes de façon régulière. Donc, maintenant, il y a des tas d'outils qui font que quand ils prennent la sauvegarde, ils restaurent en fait une machine virtuelle, ils testent la machine virtuelle sur des processus que vous avez demandé, et puis donc ils valident et vous indiquent comme quoi c'est bon. Donc, sauvegarde régulière, sauvegarde testée, c'est important en cas de disaster recovery, mais c'est aussi d'autant plus vital en cas de cyberattaque, parce que les cyberattaques, si vous n'avez pas encore été attaqué, vous n'oubliez pas, ça va venir. Donc, sauvegarde, vraiment super important. Suite de ça, stockage sécurisé. Là, plus particulièrement pour les cyberattaques, il faut que votre stockage de sauvegarde il soit sécurisé là-dedans. Donc, il faut qu'il soit immuable, il faut qu'il soit coupé du réseau, peu importe comment ce que vous voulez, mais en tout cas, il ne faut pas que les cyberattaquants puissent en fait pourrir vos sauvegardes. Donc, il faut du stockage sécurisé par rapport à ça. Sur le stockage aussi sécurisé, ça peut être intéressant chez certains clients, c'est ce qu'on a. On a du stockage du style NAS ou SAN, qui se trouve sur le site primaire, et puis il y a du stockage SAN ou NAS qui est sur le site secondaire, et là on a une réplication synchrone des deux sites. Ce qui fait que si on a une destruction physique du site primaire, on a en fait une copie sans perte de données de ce qu'il y avait sur le SAN. Ensuite de ça, on a juste à rattacher nos machines dessus, et généralement on repart assez rapidement. Donc super important aussi le stockage, mais attention au niveau du plan en cas de cyberattaque, c'est clair que nos cyberattaquants ont comme habitude, mauvaise habitude, de crypter nos sauvegardes, puis après de crypter nos environnements de prod, puis entre-temps, bien évidemment, ils nous ont externalisé toutes nos données ailleurs. Ensuite de ça, plan de récupération des données. Ça aussi, c'est important de l'avoir, notamment dans le cas d'une cyberattaque. Au tout début, je vous parlais de reprise complète des systèmes ou de redescendre à partir des sauvegardes. Quand on redescend à partir d'une sauvegarde dans le cas d'une cyberattaque, forcément, les sauvegardes, du moment qu'elle est viable, on s'entend, forcément, les sauvegardes, elles embarquent la vulnérabilité. Généralement, les sauvegardes, maintenant, on les fait machine complète, donc forcément, on va avoir les sauvegardes avec les vulnérabilités. Quand on a une cyberattaque, on fait un forensic pour vérifier comment est-ce qu'on a été attaqué, c'est quoi les failles, etc. Et le but de tout ça, c'est de savoir comment faire en sorte que la machine qu'on va reconstruire ne soit pas reconstruite avec ces failles-là. Donc, une des étapes, c'est soit on redescend la machine à partir des sauvegardes, et puis après, on va appliquer ce que l'on a trouvé dans le cadre du forensic, on va appliquer les patchs pour éviter les failles. C'est une façon rapide de faire en fait une reprise d'activité pour redémarrer notre activité. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que comme les cyberattaquants ils sont sur nos systèmes depuis un certain temps, il n'empêche qu'ils ont très bien pu faire une backdoor derrière, et cette backdoor, on va peut-être pas forcément la découvrir. Donc, quand on va restaurer notre système, on va patcher sur les failles, super, et puis on va redémarrer, mais sauf que la backdoor va être là, et donc ils pourront quelques jours après, quelques semaines après, réattaquer à partir de cet endroit-là. Donc, c'est une façon de faire qui nous permet de reprendre rapidement. Par contre, pour moi, je ne trouve pas que c'est le plus sécuritaire possible. L'autre façon de faire, c'est de reconstruire à blanc en fait vos systèmes. Donc là, c'est beaucoup plus long, c'est clair, parce qu'on va reprendre en fait une machine, on va aller chercher les systèmes d'exploitation, la dernière version chez le fournisseur, on va chercher tout ce qui est middleware chez les fournisseurs aussi, les dernières versions, on les installe. Si vous avez des logiciels maison, il va falloir aller chercher la dernière version et puis l'intégrer dedans. C'est les logiciels qui sont vendus par des tiers, il va falloir récupérer. Et donc là, si on reprend un petit peu ce que disait Nicolas Loïc, il peut y avoir des fournisseurs qui n'existent plus. Oui. Aïe, c'est désagréable à ce moment-là. Donc j'espère que vous avez gardé les sources quelque part. C'est très piquant dans ces contextes-là. Une clé pour s'en sauver, puis l'Infonugex nous amène un peu dans ces circonstances-là, mais c'est pas réparti plus que ça. La mécanisation du montage. En Infonugex, maintenant, on incite beaucoup les gens à mécaniser le montage Infonugex, ce qui fait que
il y a une culture de ce côté-là qui est en train de s'étendre, mais la répliquer aussi sur sur le sur-site avec des éléments comme du Ansible, par exemple, ou d'autres éléments comme ça qui permettent juste d'appuyer justement pour arriver aux situations que tu parles, c'est que tu as comme un script, puis lui il part, puis il remonte ses affaires. De remonter les systèmes comme ça vient justement nous aider à arriver à retirer les vulnérabilités et ne que restaurer que les données, parce que si on est capable d'accélérer les éléments comme ça, puis mécaniser le montage tout en restant moins vulnérable à la sortie de l'exercice. Clairement, le fait de mécaniser, comme tu dis, le montage, là, permettre de faire énormément gagner de temps. Là, et puis, en effet, dans l'info nuagique, on travaille vraiment sur ce genre de choses-là, où c'est des scripts qui reconstruisent vos systèmes d'un point de vue technique, qui vont chercher les briques et puis reconstruire tout ça. Donc ça, c'est vraiment, en fait, l'idéal. Ensuite de ça, comme tu le disais, bon, il va rester les données. Donc, les données, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce qu'on a besoin des données. Donc là, ce que l'on fait généralement, on va faire une zone rouge, une zone orange, une zone verte. La zone verte étant normalement l'environnement de production qui est sécurisé, que votre réseau, il n'y a pas de problème, etc., là, sur lequel vous allez avoir construit votre machine qui est actuellement nue de données, donc il va falloir la compléter. Donc pour ça, on va aller récupérer une sauvegarde qui est compromise, la mettre dans la zone rouge. Sur les bases de données, on s'entend, la sauvegarde reste correcte, les données qui sont dessus ne sont pas chiffrées, là, donc on arrive à les lire. Donc, par rapport à ça, sur un serveur de BD, on va faire un export de la BD, faire en sorte que cet export de BD soit à plat. Ensuite de ça, on va ouvrir le chemin entre zone rouge et zone orange, copier en fait nos fichiers à plat dans la zone orange. On coupe le lien zone rouge, zone orange, puis le système qu'on a dans la zone rouge, on peut l'arrêter aussi. Ensuite de ça, dans la zone orange, on va faire un contrôle par rapport à ça pour vérifier que les données restent un minimum intègres, bien qu'on pourra vraiment le valider quand on sera sur le système final. Puis on pourra regarder si peut-être il y a des virus ou des choses comme ça par rapport à ça. Donc, on peut mettre les moyens pour vérifier. Une fois qu'on a considéré que ce fichier à plat est correct, on va ouvrir un lien zone orange, zone verte. On va récupérer ce fichier à plat qu'on va importer en fait dans notre nouveau serveur base de données. Et là, on va récupérer uniquement nos données qui sont utiles. Donc, vous le comprendrez, toute cette étape-là, ça va prendre quand même un certain temps là-dessus. C'est pour ça que généralement, on part sur plusieurs semaines pour reconstruire des systèmes. Mais ça permet de repartir avec une machine complètement à plat, avec les dernières versions des systèmes d'exploitation, des logiciels middleware, des logiciels applicatifs, etc. Et puis des données qui sont assurées. Une fois qu'on est sur notre environnement, c'est clair qu'il va falloir ensuite de ça le démarrer et faire un contrôle d'intégrité en termes de fonctionnement. Parce que c'est pas parce que vous la récupérez qu'on n'aura pas changé des O avec des A, par exemple. Ou des numéros, etc. Donc là, on va tester de façon complète l'application et puis les données qui sont dedans pour vérifier que ça reste intègre. Une fois que ça c'est fait, on va ouvrir le service en fait aux utilisateurs. Donc là aussi, c'est important justement d'avoir un bon plan de récupération des données en cas de cyberattaque et d'avoir nos VLAN qui sont déjà prédéterminés. Ou alors chez certains clients, on se sert en fait de l'info nuagique pour faire en fait une reconstruction, redescendre une zone rouge et une zone orange ailleurs. Puis après, sur notre site on-premise, on va récupérer en fait nos fichiers de nos zones oranges. Donc, bien savoir quoi faire en cas de cyberattaque par rapport à ça. Donc ça, c'est une méthode. Il y en a d'autres. Je vous laisserai vous balader sur ce type de méthode. Ensuite de ça, bien évidemment, il y a une notion de surveillance en fait des systèmes. Aussi bien quand on va avoir un disaster recovery qu'une cyberattaque, il va falloir surveiller de façon plus approfondie que nos systèmes. Il n'y ait pas de problème par rapport à ça. Je parlais tout à l'heure des outils de récupération, de restauration rapide. C'est clair que si on a des réplications de site à site, ça nous permet une reprise très rapide par rapport à ça là. Mais encore une fois, en cas de cyberattaque, cette solution n'est pas fiable. Bien évidemment, il nous faut des personnes qualifiées par rapport à ça, à toutes ces technologies. Donc là encore, ce que j'ai pu constater chez pas mal de clients, on s'appuie beaucoup sur des outils qui sont très spécialisés là, et que quand on arrive dans le cas d'une reprise informatique ou dans le cas d'une cyberattaque, ça va appeler un niveau de complexité qui est plus important. Donc là, il faut souvent s'appuyer en fait sur l'entreprise qui gère le logiciel pour avoir un support vis-à-vis de ça. Donc ça aussi, ça se prépare en amont.
Et puis, budget adéquat, c'est clair que quand on est dans une reprise informatique, on va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ben, les personnes, il va falloir les payer. Il va falloir un budget par rapport à ça. La société qui va venir vous aider pour faire du forensic, si vous n'avez pas d'assurance, il va falloir la payer. Commencez à préparer des billets de 250 000 parce que ça va très très vite. Donc, tout ça, ce budget, il va falloir justement le prévoir. Donc, en termes de trésorerie, là, il faut avoir les reins solides parce que ça peut aller très, très vite. Là aussi, en fonction en fait de la stratégie que vous allez avoir à prendre, si vous partez sur un site à froid, il va falloir racheter le matériel. Là aussi, quand on rachète le matériel, ça a un coût et ça a des délais vis-à-vis de ça. Donc là aussi, le budget, il va falloir prévoir là-dessus. Voilà à peu près sur le PRI. Et puis un dernier point, l'évolution du PRI. Ça reste en permanence en évolution. Votre entreprise évolue, il y a des nouvelles applications qui arrivent, il va falloir regarder, là c'est avec le PCA, est-ce que c'est critique, est-ce que c'est pas critique, et l'intégrer dans votre solution de reprise vis-à-vis de ça. Oui, ce que je vois dans les entreprises un peu plus matures, c'est que cet ajustement-là est intégré à la mise en production du système. Quand il y a un changement, ça devient un gate obligatoire d'avoir la mise en disposition et la mise à jour des informations liées à ce genre de choses-là, ce qui permet justement de ne pas avoir à se chercher quand on arrive dans un état de crise. Mais justement, ça demande un effort particulier de le prévoir en amont toujours, de s'assurer qu'on fait ces travaux-là au moment de la mise en production. Et là, c'est important, justement, je me permets de rebondir là-dessus, c'est important que la partie du plan de reprise informatique soit intégrée immédiatement, en fait, dans la charge de projet, dès le départ. Ça veut dire que même quand on est dans le dossier d'affaires à réfléchir, ça va être quoi la solution, là, immédiatement, il faut penser à deux choses, la continuité d'affaires et puis la reprise informatique. Et ce que je constate dans beaucoup d'entreprises, cet aspect réfléchir dès le départ, dès la prémisse en fait du projet là, c'est quasiment pas existant. Donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau des architectes techniques, des architectes d'affaires, pour que dans leur plan et dans leur projet là, ils intègrent en fait un chapitre sur qu'est-ce qu'on fait en termes de continuité des affaires pour ce processus, pour cette activité que l'on met en place, et qu'est-ce qu'on fait en termes de reprise informatique sur la reprise informatique des données, etc. Continuité des affaires, donc plus continuité métier, en fait, ça va permettre de savoir qu'est-ce que je fais quand j'ai pas d'informatique, est-ce que je suis en capacité de travailler par rapport à ça. Et sur la partie reprise informatique qu'on parlait tout à l'heure, c'est d'intégrer immédiatement, en fait, dans le logiciel, la capacité de fonctionner en mode dégradé ou en mode répliqué, c'est-à-dire que quand on a un système qui démarre, que l'autre fonctionne quand même si le premier système est détruit. Il démarrait, mais c'était plutôt détruit. Donc, vraiment important de le prévoir bien à l'avance. Ça fait à peu près le tour en termes de conclusion. Bougez-vous à mettre un plan de reprise. Merci beaucoup, très intéressant. Il y a beaucoup de facettes encore à ça qui doivent être prises en compte. Toujours en amont si possible, pas en réaction ou pendant on est dans le problème. Je te remercie. Ça fait plaisir. Bye.